En ces instants, l'Ukraine ferme les portes à l'offensive russe. 300 km de pièges en béton armés pour les occupants. La nouvelle ligne du Donbass. Ceux qui avanceront devront en payer le prix fort, un prix sanglant. Et parallèlement, l'arrière russe n'est plus intouchable. Les drones ukrainiens frappent de plus en plus profondément des installations militaires à la flotte fantôme russe. Poutine s'est retrouvé à nu. La défense antiaérienne ne sauve plus personne. Le blocus de Kaliningrad est dans les starting blocks. L'OTAN prépare déjà la première frappe. Moscou ne pourra certainement pas supporter cela. Parallèlement, l'Ouzbékistan se détourne de Moscou vers la Chine et l'UE prépare le paquet de sanctions le plus sévère contre la Russie. Le front, l'arrière russe, Kaliningrad et une nouvelle vague de sanctions. Le Kremlin se retrouve sous pression de toutes parts. Que se passe-t-il et pourquoi cela pourrait-il marquer le début de gros problèmes pour la Russie? Nous en parlons tout de suite. Ne manquez pas ça. Bonjour à tous, je suis Solomia Dolik. C'est Ukraine aujourd'hui et nous commençons. L'Ukraine a créé une ligne de défense gigantesque de 300 km que l'armée russe aura énormément de mal à franchir. On l'appelle la nouvelle ligne du Donbass. Elle s'étend entre Izium et Orikhiv et compte au moins 67 passages et accès équipés. Pendant 2 ans, les militaires ukrainiens ont construit des milliers de kilomètres de tranchées et de fortifications techniques. Mais la particularité principale de cette nouvelle défense est de ralentir au maximum les véhicules, l'infanterie et les groupes blindés russes. Sur certains tronçons, on trouve des fossés anti-chars, du fil barbelé et des pyramides anti-chars en béton. Selon l'analyse d'un expert au SINT, un tel système pourrait contraindre l'armée russe à dépenser d'énormes ressources et beaucoup de temps pour chaque kilomètre de progression. Et il ne s'agit plus seulement du Donbass. Des lignes de défense similaires sont également en cours de création dans les régions de Kiev, Tchernihiv, Soumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk et Zaporijia. En fait, l'Ukraine construit une ceinture défensive à plusieurs niveaux, conçue non seulement pour arrêter l'ennemi, mais aussi pour épuiser son potentiel offensif. Les drones ukrainiens longue portée bouleversent la guerre derrière les lignes russes. L'idée qu'il n'y a nulle part où se cacher en Russie résonne désormais jusqu'à la télévision russe. Les drones ukrainiens pénètrent de plus en plus profondément sur le territoire de la Fédération de Russie, forçant le Kremlin à disperser sa défense anti-aérienne et à renforcer la protection des sites stratégiques. Selon le commandant des forces de système sans pilote, Robert Brovdi, depuis le début du mois d'août seulement, les forces ukrainiennes ont frappé 22 navires liés à la flotte fantôme russe. Et surtout, les frappes ne visent pas simplement à démontrer la portée des drones ukrainiens. L'objectif est la production militaire, les réserves de carburant, la logistique de la défense antiaérienne et les installations qui aident la Russie à poursuivre la guerre. Même les propagandistes russes sont désormais contraints de reconnaître le problème. Il n'y a nulle part où se cacher en Russie. Chaque frappe longue portée réussie oblige la Russie à étendre son système de défense de plus en plus largement. Et le résultat principal est que l'arrière russe ne semble plus intouchable. L'Ukraine déplace progressivement la guerre là où Moscou se sentait en sécurité depuis des années. Parallèlement, même en Russie, des sentiments que le Kremlin préférerait ne pas entendre s'expriment de plus en plus fort. En Ukraine, la demande de paix et de changement politique se renforce surtout parmi les jeunes Russes. L'histoire du parti Yabloko est devenue révélatrice. Après avoir été exclu des élections de septembre, l'attention portée à cette force politique a, au contraire, fortement augmenté. Son leader, Nikolai Rybakov, et ses partisans utilisent les slogans « pour la paix et la liberté » et pour une Russie sans peur ni répression. Et cela attire les jeunes. Après l'action, plus de 30 personnes ont été arrêtées et certains blogueurs et musiciens ont publiquement rejoint le parti. Un chiffre encore plus révélateur, le siège moscovite de Yabloko a récemment accueilli plus d'1 millier de nouveaux partisans, parmi lesquels de jeunes militants et des candidats potentiels. Et tout cela se déroule sur fond de répression sévère. L'un des représentants notables du parti a été condamné à plus de 11 ans de prison. Mais même cela n'arrête pas les gens. Selon les sondages, les Russes, qui privilégient des négociations de paix, sont déjà plus de 2 fois plus nombreux que ceux qui sont favorables à la poursuite de la guerre.
L'OTAN prépare un plan de guerre contre la Fédération de Russie. Kaliningrad pourrait être la première cible. La Troisième Guerre mondiale pourrait être plus proche qu'il n'y paraît. L'Alliance aurait déjà élaboré un scénario d'action en cas d'attaque massive de la Russie contre les pays baltes. C'est ce qu'écrit le journal allemand Bild, et le scénario semble extrêmement sévère. Si la Russie attaque les pays baltes avec des missiles, des drones et des troupes au sol, la première mission de l'Alliance sera de détruire les systèmes de missiles russes. Et c'est là que Kaliningrad revêt une importance particulière. Selon le journal, c'est précisément là que les systèmes de missiles russes pourraient être détruits, après quoi les frappes s'étendraient aux installations militaires situées au cœur de la Fédération de Russie. Ensuite, l'OTAN prévoirait de créer une zone autonome le long des frontières avec la Russie et la Biélorussie, destinée à contenir l'offensive à l'aide de drones et d'autres systèmes sans pilote. Mais la partie la plus retentissante du scénario concerne des actions menées directement en Russie. Des unités spéciales devraient frapper les aérodromes clés, les entreprises de l'industrie de défense, les ponts et les infrastructures ferroviaires. Et ici, selon les informations de Bild, il pourrait même compter sur des Russes opposés à Poutine. Et l'objectif final d'un tel scénario est de repousser les troupes russes vers les frontières internationalement reconnues. Un nouveau coup porté au complexe militaro-industriel russe. L'Ouzbékistan semble renoncer aux avions de chasse russes et miser sur la Chine. Si l'information se confirme, la Russie perdra un autre marché d'armement important en Asie centrale. C'est ce que rapporte Defense Express. D'autant plus que Tachkent envisageait auparavant le Sukhoi 30 SM russe. Les négociations pour leur achat ont duré des années, mais la situation est en train de changer. Selon certaines sources, l'Ouzbékistan aurait pu conclure un accord directement avec les Chinois. Et ce n'est pas la première fois que Tachkent s'éloigne de Moscou. Ainsi, une tendance se dessine progressivement. Moscou perd du terrain et Pékin pénètre son marché traditionnel. Le coup le plus massif porté au Kremlin. La Russie s'attend à un nouveau choc de sanctions et l'Union européenne promet qu'il sera sans précédent. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré que le 22e paquet de sanctions de l'UE pourrait être le plus vaste depuis le début de la guerre à grande échelle. C'est ce que rapporte Reuters. Il est prévu d'être présenté dès l'automne. Et le chiffre principal est tout simplement impressionnant. Après l'adoption du nouveau paquet, le nombre de personnes et d'organisations russes sous sanctions pourrait augmenter d'un tiers d'un seul coup. Un accent particulier est mis sur les structures liées au complexe militaro-industriel russe. Kallas a souligné, la pression sur le Kremlin doit être renforcée jusqu'à ce que la Russie mette fin à la guerre. Selon elle, les sanctions précédentes ont déjà causé à la machine de guerre russe des pertes de plus d'1 billion d'euros. La Russie perd ses alliés. Le Kremlin est évincé de partout. La verticale d'influence russe a commencé à s'effriter. Hier encore, Moscou dictait ses conditions, aujourd'hui on l'envoie promener. Et le pire pour Poutine, c'est que ce processus est désormais irréversible. Les alliés s'enfuient les uns après les autres. L'empire d'influence russe s'effondre sous nos yeux. Et que se passera-t-il quand les derniers se détourneront de Moscou? Plus de détails à ce sujet dans le reportage. La Russie perd tout. Les alliés prennent la fuite. Cette fois, Moscou pourrait perdre même là où, il y a peu, elle se considérait comme le maître. L'Ouzbékistan semble avoir décidé de ne pas acheter les Sukhoi 30 SM russes et se tourne plutôt vers les J-10CE chinois. Pour le Kremlin, ce n'est plus seulement une affaire ratée. C'est un nouveau signal que son équipement militaire cesse progressivement d'être le choix automatique, même dans les pays qui se trouvaient traditionnellement dans l'orbite russe. L'histoire est particulièrement révélatrice ici, car il y a quelques années, Tachkent menait des négociations avec Moscou pour l'achat de Sukhoi 30 SM. En 2019, les médias d'État russes rapportaient même une demande officielle de l'Ouzbékistan et la possibilité d'un crédit pour cet achat. Mais l'accord n'est jamais devenu réalité. Désormais, Tachkent semble miser sur les J-10CE chinois et il ne reste aux Russes qu'à observer un client potentiel se tourner progressivement vers un concurrent. Les soupçons concernant l'accord chinois sont apparus après la publication de photos d'un J-10CE qui pourrait être destiné précisément à l'Ouzbékistan. Une seule photo ne suffit pas pour une confirmation à 100%, mais les experts ont relevé un certain nombre de particularités sur l'appareil.
Et plus tôt, des informations avaient circulé selon lesquelles Tachkent aurait déjà approuvé l'achat de 24 de ces chasseurs. De plus, les premiers appareils pourraient arriver dans un avenir proche. Mais pour Moscou, le plus douloureux n'est ni un seul chasseur, ni un seul accord. L'Ouzbékistan a déjà acheté des systèmes de défense anti-aérienne chinois, notamment les HQ-9, HQ-12 et FM-90. Et lorsque la question du renouvellement de l'aviation de transport s'est posée, Tachkent n'a de nouveau pas suivi la proposition russe et a choisi le C-390 Millennium brésilien plutôt que l'option russe. Pas plus tard qu'hier, Moscou comptait sur sa prédominance en Asie centrale, mais aujourd'hui, les pays de la région choisissent déjà entre la Chine, le Brésil et d'autres fournisseurs. Et si l'information se confirme, le Kremlin perdra un marché supplémentaire, et ce, pratiquement à sa porte. Un autre coup porté à l'influence russe est venu de Turquie. Moscou avait autrefois vendu ses S-400 à Ankara, misant sur une grande victoire stratégique et une influence accrue sur ce pays de l'OTAN. Mais désormais, cette victoire risque de se transformer en ferraille très coûteuse. La raison? Les F-35 américains. La Turquie souhaite réintégrer le programme de chasseurs, mais Washington pose une condition stricte. Les S-400 russes ne doivent plus faire partie de l'armée turque. Et c'est là que commence un véritable parcours du combattant diplomatique. L'une des options consiste à retirer les systèmes du service, l'autre à tenter de les vendre à un pays tiers. Parmi les acheteurs potentiels, les Émirats arabes unis ont été mentionnés, mais selon les médias, les négociations sont au point mort. Et maintenant, imaginez l'ampleur de l'ironie. La Russie a promu pendant des années le S-400 comme l'un des systèmes de défense antiaérienne les plus puissants au monde. Et maintenant, la Turquie se retrouve face au choix de se débarrasser des systèmes russes pour obtenir des avions de chasse américains ou bien de les réduire tout simplement en ferraille. En d'autres termes, ce que Moscou vendait comme le symbole de sa puissance militaire pourrait potentiellement finir sa carrière dans un centre de recyclage de métaux ordinaires. Ainsi, le système russe, qui devait être un atout géopolitique pour le Kremlin, est devenu aujourd'hui pour Ankara le principal obstacle à l'acquisition d'armes occidentales. Et si la Turquie finit par renoncer aux S-400, Moscou recevra une gifle retentissante. Elle a vendu son meilleur système de défense anti-aérienne à un allié et au final, elle risque elle-même de le perdre en tant que client. La Russie perd rapidement de son influence à l'étranger et cela se voit à l'œil nu. Les pays qui, il y a peu encore, se tournèrent vers Moscou avant de prendre des décisions importantes, agissent de plus en plus comme si la vie de la Russie n'était plus du tout une priorité pour eux. Et le principal catalyseur de ce processus est la guerre contre l'Ukraine. L'exemple le plus douloureux est la Syrie. Après la chute du régime de Bachar el-Assad, Moscou a perdu la position qu'elle avait construite là-bas pendant des années par la force des armes. Les installations russes à Khmeimim et à Tartous ne semblent plus être des avant-postes inconditionnels du Kremlin. Le nouveau pouvoir prend le contrôle des infrastructures et le format de la présence russe est en train de changer. Pour Moscou, c'est particulièrement désagréable car les bases syriennes constituaient son principal pilier pour sa présence militaire en Méditerranée. Mais la liste ne s'arrête pas à la Syrie. Même la Serbie, longtemps considérée comme l'un des partenaires les plus proches du Kremlin en Europe, fait preuve d'une indépendance croissante. Alexandar Vučić a déjà reçu Volodymyr Zelensky et le simple fait d'un tel contact est un signal assez révélateur pour Moscou. Un autre coup dur, l'Asie centrale. Le Kazakhstan mène de plus en plus activement sa propre politique étrangère et appelle déjà ouvertement Moscou à mettre fin à la guerre. La Russie, habituée à considérer cette région comme sa zone d'influence, est désormais contrainte de prendre en compte le fait que ses anciens partenaires ne sont pas pressés de soutenir le Kremlin sans réserve. Parallèlement, le Kazakhstan élargit sa coopération avec les États-Unis, allant des contrats avec Boeing au partenariat technologique et à l'approvisionnement en minerais critiques. Et dans le Caucase du Sud, l'ancienne formule russe échoue également. L'Arménie et l'Azerbaïdjan perçoivent de moins en moins Moscou comme un arbitre sans alternative. L'influence russe, qui semblait encore récemment être le fondement de l'équilibre régional, s'effrite progressivement. Et d'autres acteurs entrent déjà sur le terrain libéré. L'Azerbaïdjan a également continué à aider l'Ukraine, notamment en fournissant 40 tonnes d'équipements ferroviaires. Aliyev a exhorté Kiev à ne jamais accepter l'occupation de ces territoires. Bakou a également organisé une conférence consacrée à la politique coloniale russe, avec la participation de représentants d'organisations circassiennes, Sakas et Bouriat. Au final, cela dresse un tableau assez ironique.
Le Kremlin a cherché pendant des années à présenter la Russie comme une puissance mondiale capable d'influencer simultanément plusieurs régions du monde. Mais la guerre contre l'Ukraine s'est avérée si épuisante que Moscou commence à perdre du terrain là même où elle démontrait autrefois sa force. Et plus le Kremlin s'efforce de gagner une guerre, plus il perd, parallèlement, sa propre bataille pour l'influence dans le reste du monde. La Russie commence à craquer de toutes parts. Alors que Poutine tente de faire preuve d'une poigne de fer, des processus mûrissent à l'intérieur du pays, que le Kremlin a de plus en plus de mal à contrôler. Les régions ne sont plus pressées d'envoyer leurs hommes à la guerre, et à Moscou même, les fonctionnaires commencent soudainement à dire ce qui semblait impensable hier encore. Et ce n'est que le début. La Tchétchénie, les régions russes, les propagandistes et même l'élite moscovite. Certains préservent déjà leurs propres intérêts, tandis que d'autres commencent ouvertement à douter de la ligne du Kremlin. Poutine ne tient-il plus la Russie aussi fermement qu'il essaie de le montrer à tout le monde? Les détails dans le reportage. Inquiétude au Kremlin! Alors que Poutine exige des régions russes de nouveaux hommes pour le front, en Tchétchénie, il semble que l'on agisse selon des règles totalement différentes. Ramzan Kadyrov jure publiquement fidélité à Poutine et parle de la volonté des combattants tchétchènes d'exécuter n'importe quel ordre du Kremlin. Mais en coulisses, comme l'écrit The Economist, il évite en fait l'envoi massif de Tchétchènes à la guerre. Serait-il prêt à aller à l'encontre de celui du bunker? La raison est simple. En Tchétchénie, on se souvient de ce qu'est une guerre russe. Les personnes de plus de 35 ans se souviennent des bombardements et des opérations de nettoyage lors des 2 guerres de Tchétchénie. C'est pourquoi l'idée d'envoyer des milliers de compatriotes mourir pour les ambitions impériales russes loin de chez eux ne suscite pas du tout l'enthousiasme là-bas. Les chiffres sont également éloquents. Kadyrov a déclaré que la Tchétchénie aurait envoyé plus de 70 000 combattants sur le front. Ce serait sans doute l'un des chiffres les plus élevés parmi les régions russes. Mais selon les données de Mediazona, en juillet, le nombre confirmé de Tchétchènes morts n'était que de 539 personnes. Pour une région qui aurait massivement envoyé ses hommes à la guerre, ce sont des statistiques très étranges. Il semble que Kadyrov comprenne parfaitement. La guerre n'est pas seulement un moyen de montrer sa loyauté envers Poutine, mais aussi une menace pour son propre pouvoir. Il a reçu d'immenses pouvoirs de la part du Kremlin, se transformant en fait en l'un des dirigeants régionaux les plus influents de Russie. Et maintenant, il est plus avantageux pour lui de démontrer à Moscou sa volonté de faire la guerre tout en préservant sa propre population. Même l'unité Akhmat, que le Kremlin utilise activement dans sa propagande, ne ressemble pas à une formation purement tchétchène. Selon son commandant, seul un quart environ des combattants sont tchétchènes. Le reste est recruté en dehors de la République avec l'argent que Kadyrov reçoit de Moscou. Les blogueurs militaires russes ont d'ailleurs depuis longtemps surnommé Akhmat les troupes TikTok, faisant allusion au décalage entre leur activité médiatique bruyante et leur participation réelle au combat. Et c'est là que se pose la question principale. Que se passera-t-il si le pouvoir central à Moscou commence à s'affaiblir? Tant que Poutine est fort, Kadyrov fait preuve d'une loyauté absolue. Mais si la situation en Russie commence à vaciller, les élites régionales pourraient avoir un tout autre plan. Et alors, ceux qui jurent aujourd'hui fidélité au Kremlin pourraient être les premiers à ne plus penser à Moscou, mais à leur propre avenir. La Tchétchénie est à cet égard un exemple particulièrement révélateur. Kadyrov ne veut pas sacrifier son peuple dans la guerre russe, mais il utilise cette même guerre pour renforcer son propre pouvoir. Et pendant que Moscou pense contrôler totalement les régions, une toute autre question pourrait déjà mûrir au sein de ce système. Combien de temps durera cette loyauté si le Kremlin n'est plus en mesure de la garantir? De plus, les Russes eux-mêmes commencent peu à peu à remarquer ce que la télévision tentait de cacher depuis des années. La vie devient plus chère, l'argent se fait rare et les perspectives sont de plus en plus floues. Les gens appellent déjà ouvertement leurs compatriotes à se réveiller et à cesser de croire à la propagande. Et ils disent ouvertement, cette guerre n'était pas nécessaire au pays et à ses citoyens, mais à une seule personne qui, pour préserver son pouvoir, est prête à continuer d'entraîner la Russie dans cet abîme. L'un des Russes a en fait défié le Kremlin en appelant ses compatriotes à s'unir aux Ukrainiens contre le régime. Il a déclaré sans détour, c'est Poutine qui a déclenché cette guerre pour préserver son propre pouvoir et continuer à piller le pays. Selon lui, tant que le dictateur du Kremlin restera au pouvoir, la Russie continuera de sombrer dans l'abîme. Et la source principale de tous ces problèmes, c'est précisément Poutine. Pendant ce temps, une véritable hystérie commence à gagner l'espace télévisuel russe lui-même. L'un des principaux porte-voix de la propagande du Kremlin, Vladimir Soloviev, a soudainement tenu des propos qui tranchent avec les déclarations victorieuses de Moscou. Au lieu de ses récits habituels sur un contrôle total, il a admis « Les nouveaux développements de missiles ukrainiens pourraient sérieusement changer la donne ».
Et, semble-t-il, la perspective d'une riposte sur leur propre territoire rend la machine de propagande russe de plus en plus nerveuse. Qui plus est, Soloviev a commencé à s'en prendre aux siens. Le propagandiste a en fait accusé les chaînes de télévision fédérales d'avoir dépeint pendant des années aux Russes une image de vie calme et prospère, tout en dissimulant les vrais problèmes. L'un des principaux créateurs de la réalité informationnelle du Kremlin a lui-même admis que l'image télévisuelle diverge de plus en plus de la réalité. Hi hi ha ha. Sur les écrans de télévision, il n'y a pas de guerre. Et puis un missile balistique arrivera. Si quelqu'un ne sait pas encore à quelle vitesse l'enfer peut s'abattre sur une vie, il suffit de regarder le quotidien de ces gens, là-bas, à Donetsk ou à Belgorod, où chaque instant est devenu une lutte pour la survie. Regardez donc, avec une telle rapidité, comment cette vie autrefois si paisible et tranquille disparaît sous nos yeux. Vous avez l'illusion qu'on peut se cacher quelque part? Réveillez-vous. Et tout cela ressemble au début de la fin pour le Kremlin, quand même les propagandistes les plus acharnés, au lieu de marches triomphales, commencent à parler de menaces, de problèmes et de la nécessité de se préparer au pire. Il est déjà difficile de qualifier cela de simple campagne d'information. Alors que le Kremlin continue de parler de stabilité, les fissures deviennent de plus en plus visibles, même là où ils essaient le plus de les cacher. Pendant ce temps, une scission se produit juste sous le nez de Poutine. Alors que le Kremlin tente de montrer une unité de fer et exige des régions toujours plus de ressources pour la guerre, des mots tout à fait inattendus pour Moscou ont soudainement commencé à se faire entendre au sein même de la verticale du pouvoir russe. Et cette fois, ce n'est pas un opposant ou un expert occidental qui s'est prononcé contre la poursuite de la militarisation, mais le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, l'un des fonctionnaires les plus influents de Russie. Il s'est en fait opposé à l'idée de mettre définitivement l'économie russe sur les rails de la guerre. Sobyanin a directement mis en garde, une telle politique pourrait ne pas rapprocher la Russie de la victoire, mais au contraire, détruire le pays. Tuer l'économie normale, cela signifie tuer le pays tout entier. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Pratiquement à la veille, le député de la Douma d'État, Andrei Kolesnik, a appelé à faire passer complètement la Russie à une économie de guerre. C'est-à-dire que pendant que certains exigent encore plus de guerre, encore plus d'usines pour le front et encore plus de ressources pour l'armée, d'autres avertissent déjà ouvertement. On risque tout simplement d'achever l'économie russe. En fait, un jeu étrange commence sous la coupole du Kremlin. Poutine a besoin de plus, mais une partie de son propre système craint déjà les conséquences de cette guerre. Et le plus intéressant, c'est que de tels propos ont été tenus publiquement. Pour la verticale russe, où l'élite a démontré pendant des années une unanimité de façade, c'est un signal très inquiétant. Et si les régions de la Fédération de Russie tentent déjà de protéger leur propre population de la guerre, et qu'à Moscou même on commence à parler ouvertement de son coût pour le pays, alors une question tout à fait logique se pose. La verticale russe reste-t-elle vraiment aussi monolithique que Poutine tente de la montrer chaque jour? Car derrière les déclarations retentissantes sur l'unité, les intérêts propres des régions, la peur des conséquences de la guerre et les contradictions au sein même du système apparaissent de plus en plus clairement. Plus rien ne peut sauver Poutine. À l'étranger, des appels incroyables se font déjà entendre, et à l'intérieur de la Russie, des déclarations qui pourraient devenir un véritable défi pour le régime de Poutine. L'économie grince, la mobilisation devient un sujet de plus en plus douloureux et les propagandistes ne semblent plus aussi confiants qu'auparavant. Et le plus intéressant, c'est qu'il semble que ce ne soit que le début. Qu'est-ce qui a exactement commencé au sein de la verticale russe et pourquoi la panique pourrait-elle atteindre le Kremlin lui-même? Regardez la suite. Un contrat a-t-il été mis sur la tête de Poutine? Le dictateur du Kremlin est devenu insupportable pour tout le monde. À l'étranger, on commence à évoquer une élimination. La patience envers l'homme qui a déclenché la plus grande guerre en Europe depuis des décennies s'épuise rapidement. La déclaration de l'officier de l'état-major des forces armées nationales lettonnes, Janis Laidanch, a suscité un grand retentissement. Il estime que Poutine et Loukachenko devraient être enlevés et éliminés, tout comme les dirigeants du Venezuela et de l'Iran. De plus, il a déclaré qu'il regrettait l'absence d'un tel objectif de la part des dirigeants ukrainiens. Cela montre mieux que tout à quel point Poutine est devenu une figure toxique sur la scène internationale. Le Kremlin a tenté pendant des années d'imposer l'image d'un leader mondial, mais son nom est de plus en plus souvent associé à l'isolement international, aux sanctions et aux appels à rendre des comptes. Et c'est un signal supplémentaire que l'espace politique autour de Moscou devient de plus en plus hostile à ses dirigeants. Mais peut-être que le locataire du bunker n'attendra pas d'être enlevé. Les siens le feront tomber avant, le Kremlin craque de toutes parts,
La verticale du pouvoir que Poutine a construite pendant des années comme un monolithe ne semble plus aussi inébranlable. Au sein de l'élite russe, des déclarations qui étaient impensables il y a peu résonnent de plus en plus fort. Et cette fois, le signal d'alarme pour le Kremlin n'est pas venu de l'opposition ou des analystes occidentaux, mais de l'un des fonctionnaires les plus influents de Russie, le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin. Sobyanin s'est ouvertement opposé au passage de l'économie russe sur ce qu'on appelle les rails de guerre. Selon lui, la militarisation totale ne rapprochera pas la Russie de la victoire, mais ne fera qu'accélérer son déclin. Il a mis en garde sans détour, la destruction de l'économie civile pourrait se transformer en catastrophe pour l'État lui-même. Tuer une économie normale revient à tuer le pays tout entier. En fait, ces mots sonnent comme un défi public à la politique de Poutine qui entraîne le pays de plus en plus profondément dans une économie de guerre. Cela semble particulièrement révélateur après les déclarations du député de la Douma d'État, Andrei Kolesnik, qui avait exigé la veille de faire passer entièrement la Russie sur le pied de guerre. Ainsi, au sein de l'élite au pouvoir, deux positions opposées se sont affrontées pour la première fois aussi ouvertement. Certains appellent à accélérer encore davantage l'engrenage de la guerre. D'autres préviennent que c'est précisément cette voie qui pourrait achever la Russie. Sobyanin ne s'est pas arrêté là. Il a qualifié les appels à une militarisation totale de vains et a déclaré qu'ils étaient promus par des personnes qui ne comprennent ni les lois de l'économie moderne, ni les principes réels de la conduite de la guerre. Pour un système où tout désaccord avec la ligne du Kremlin reste habituellement à huis clos, une telle polémique publique prouve que tout est parti en vrille. Poutine perd le contrôle, il s'est retrouvé piégé dans le piège qu'il a lui-même construit pendant des années. Les élections approchent à grands pas, mais au lieu de discours triomphants, les signaux alarmants se multiplient. Le maître du Kremlin est confronté à un choix sans issue heureuse, soit annoncer une nouvelle mobilisation et risquer une explosion de mécontentement à l'intérieur du pays, soit continuer à faire semblant qu'il n'y a presque pas de pertes. Et plus Moscou retarde la décision, plus la guerre commence à frapper la Russie elle-même. Aujourd'hui, le Kremlin ne se bat pas seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre sa propre réalité. L'armée a besoin de nouvelles recrues, mais la mobilisation est reportée pour ne pas effrayer les électeurs. Alors, au lieu de slogans patriotiques retentissants, les fonctionnaires attirent fébrilement les contractuels avec de l'argent, assouplissent les exigences et traquent même les étudiants. C'est un paradoxe. Officiellement, tout se déroule comme prévu. Mais si c'est vrai, pourquoi faut-il littéralement attirer les gens sur le front à tout prix? Et tandis que la propagande du Kremlin dépeint l'image d'un État fort, l'économie crie de plus en plus fort le contraire. Les frappes sur les raffineries de pétrole, les infrastructures énergétiques et la logistique laissent déjà des cicatrices visibles. La production d'essence est nettement inférieure. Des pénuries de carburant apparaissent dans les régions. Les prix grimpent et les prévisions de croissance économique fondent à vue d'œil. Il semble que les sanctions, la guerre et les frappes ukrainiennes resserrent l'étau plus vite que le Kremlin ne parvient à inventer de nouvelles explications. Qui plus est, les Russes commencent enfin à remarquer ce que l'image télévisée cachait depuis des années. La vie devient plus chère, l'argent manque et les perspectives encore plus. Les gens appellent ouvertement leurs concitoyens à se réveiller et à cesser de croire à la propagande. Ils déclarent sans détour que la guerre n'était pas nécessaire au pays, mais seulement à une seule personne qui cherche à tout prix à se maintenir au pouvoir. Les paroles de l'un des Russes, qui a pratiquement défié le Kremlin, ont résonné particulièrement fort. Il a appelé ses compatriotes à s'unir aux Ukrainiens contre le régime et a déclaré que c'était Poutine lui-même qui avait déclenché cette guerre pour son propre pouvoir et la possibilité de piller le pays. Selon lui, tant que le chef du Kremlin restera au pouvoir, la Russie continuera de sombrer dans l'abîme et Poutine lui-même est la principale source de ce désastre. Réveillez-vous enfin, ouvrez les yeux. Poutine a déclenché cette guerre uniquement pour piller, pour se maintenir au pouvoir. Réveillez-vous. Il faut écarter Poutine du pouvoir. Poutine est le mal à l'état pur, un mal pour le monde entier. Un mal pour la Russie, un mal pour le peuple russe. Même parmi les propagandistes, une véritable hystérie commence à s'installer. L'une des principales voix de la propagande russe, Vladimir Soloviev, a soudainement dit ce que le public russe n'a pas l'habitude d'entendre. Au lieu de parler d'un contrôle total, il a en fait admis l'apparition de nouveaux développements de missiles en Ukraine, ce qui pourrait changer radicalement les règles du jeu. Et il semble que ce soit précisément cette perspective qui pousse les propagandistes du Kremlin à paniquer de plus en plus souvent. Le plus révélateur est que Soloviev s'en est soudainement pris même à la télévision d'État. Il a accusé les chaînes fédérales d'avoir créé pendant des années une illusion de vie paisible pour les Russes, alors que la réalité selon lui pourrait s'avérer être tout autre.
En fait, le propagandiste a lui-même admis, l'image officielle correspond de moins en moins à ce qui se passe réellement. Hi hi, ha ha. Sur les écrans de télévision, il n'y a pas de guerre. Et puis, un missile balistique arrivera. Si quelqu'un ne sait pas encore à quelle vitesse l'enfer peut arriver, je vous invite à regarder de près la vie des gens à Donetsk, ou bien à Belgorod. C'est une réalité brutale, où chaque instant est devenu une épreuve. Regardez à quelle vitesse la vie paisible disparaît. Avez-vous l'illusion qu'il est possible de se cacher quelque part? Réveillez-vous. Tout cela ressemble de plus en plus à un changement d'humeur au sein même de la machine d'information russe. Quand même les propagandistes les plus dévoués passent de la bravade à des avertissements inquiétants, cela ressemble à un signal de plus. Il devient de plus en plus difficile pour le Kremlin de maintenir une image de contrôle absolu. Et tandis que les déclarations officielles continuent de parler de stabilité, la peur s'infiltre progressivement même dans les studios où, hier encore, on la niait catégoriquement. Il semble que Poutine soit pris au piège qu'il a lui-même créé. À l'intérieur de la Russie, les problèmes économiques s'aggravent, la lassitude face à la guerre s'accumule et il devient de plus en plus difficile d'en dissimuler le véritable coût. À l'extérieur, Moscou fait face à un isolement de plus en plus sévère et même la propagande du Kremlin n'est plus en mesure de masquer totalement l'inquiétude. Et si, hier encore, Poutine tentait de convaincre le monde qu'il contrôlait chaque étape, aujourd'hui, de plus en plus de signes indiquent le contraire. Les événements commencent de plus en plus souvent à dicter les règles au Kremlin lui-même. Et vous, que pensez-vous de ces événements? Donnez votre avis dans les commentaires, cliquez sur le pouce levé sous la vidéo et restez informés de l'essentiel. La suite bientôt. À bientôt!